Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On poursuit comme prévu le rattrapage des points ciné. Je vous ai fait une première vidéo pour annoncer mon retour où je vous ai présenté 6 films que j'ai été voir en salle. C'était de novembre à décembre 2022. Aujourd'hui on va attaquer de janvier à février 2023. Alors ce sera pas à chaque fois 2 mois dans chaque vidéo, hein. Il y a des vidéos où il y aura plus de mois, donc vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. Il me semble qu'après cette vidéo là il en restera 2 et on sera à jour sur les points ciné. Aujourd'hui à nouveau 6 films comme pour la vidéo précédente, et par contre il me semble que pour la prochaine il y en aura beaucoup plus. Je pense que tout est dit, hein, vous connaissez le concept, je reviens juste sur les films que j'ai été voir en salle d'une certaine date à une certaine date, je vous dis ce que j'en ai pensé tout simplement. Donc c'est parti, encore une fois, là ce sera des films que j'ai été voir de janvier à février 2023, donc ça va bientôt faire un an. Et on commence avec un film français. Alors cette séance là pour le coup je m'en rappelle assez bien parce que j'ai dû y aller très tôt le matin parce qu'il n'y avait qu'une séance par jour de ce film, et comme il attirait pas grand monde, cette séance c'était le matin tout simplement. Donc comme j'avais vraiment envie de le voir et que c'était mon seul moyen de le voir, j'ai dû y aller très tôt, je m'en souviens très bien. C'est le film Tirailleurs. Ce film se déroule en 1917 pendant la Première Guerre mondiale donc, et on y suit ce fameux épisode de la guerre où l'armée française vient, comme d'autres armées d'ailleurs hein, qui ont participé à cette guerre, chercher des nouveaux soldats dans leur colonie africaine en l'occurrence. Et donc on y suit l'histoire d'un père et de son fils. Donc le fils est enrôlé de force dans l'armée française, il s'appelle Tierno, il a 17 ans, et son père qui est interprété par Omar Sy veut le rejoindre. À la base il n'est pas lui enrôlé de force dans l'armée, mais il veut le rejoindre pour être avec lui tout simplement. On suit donc leurs aventures essentiellement en Europe pendant la Première Guerre mondiale, et on suit l'évolution de ces deux personnages qui, vous le verrez, ne va pas être la même face à la guerre. C'est un film qui est réalisé par un certain Mathieu Vadepied. Je ne connaissais pas ce réalisateur, je n'ai pas vu un seul de ses autres films, c'est son 3e film seulement, donc voilà, il a de l'expérience, mais en même temps ça reste un réalisateur qui a l'air assez j'ai envie de dire jeune. Des films sur la Première Guerre mondiale, il y en a eu énormément, hein. Des films américains, des films français, il y en a eu beaucoup, des films britanniques aussi, et c'est vrai que généralement on reste dans les mêmes thématiques, les combats en Europe avec des soldats européens, par exemple pour l'armée française des soldats français, pour l'armée allemande des soldats allemands, bref, les soldats, on va dire, de la métropole. Sauf que c'est vrai, il y a quand même eu beaucoup de soldats qui ont été enrôlés de force ou non dans les colonies africaines, puisqu'à ce moment-là, l'Europe était colonisée la quasi-entièreté du continent africain. Et c'est vrai qu'on en parle rarement de ces soldats qui nous ont également aidés, qui ont également combattu, qui sont également morts pour nous, pour notre liberté. Et là, enfin, un film qui en parle, qui aborde ça, voilà, c'est le sujet principal, c'est vraiment cool, et c'est un peu dommage qu'il ait fallu quelqu'un de directement concerné par ça pour qu'il y ait un film. J'aurais préféré, enfin j'aurais trouvé ça appréciable que ce soit quelqu'un de pas concerné qui ait envie d'en parler. Là en l'occurrence c'était Omar Sy qui avait envie d'en parler. Lui il est forcément touché par ça puisque lui-même est d'origine sénégalaise. Bref, c'est très intéressant ce que le film raconte, c'est très important. C'est un film qui est assez beau visuellement aussi. Dans le cinéma français, je me plains rarement sur ça, en tout cas dans les films, dans les drames français. Les drames français, honnêtement, généralement, on est sur des bons films. On va pas parler des comédies françaises qui représentent une grande majorité du box-office français actuellement, où là c'est tourné de manière très académique, très simple. Les drames, généralement, ça propose des choses un peu plus intéressantes. Là, pour le coup, c'est le cas. C'est beau visuellement, la photographie, elle est vraiment belle. C'est bien réalisé. C'est assez simple, quoique il y a quand même pas des plans séquences, mais des scènes un peu plus longues où la caméra prend le temps de si je me rappelle bien, parce que c'est quand même presque un an que je l'ai vu, et la caméra va tourner autour d'un personnage pour aller en rejoindre un autre. Ça arrive de temps en temps, donc c'est pas juste des champs contre champs chiants. Donc niveau technique, c'est aussi un bon film. Évidemment, ce film, il est essentiellement, il est sorti en salle essentiellement à but politique et pas à but cinématographique. C'est évident que Omar Sy, en voulant faire ce film, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais c'était clairement, à mon avis, lui qui voulait le faire. Je pense que c'était son projet à lui à la base. En voulant faire ce film, il voulait pas faire un film
de guerre. Il voulait faire un film qui... il voulait montrer à tout le monde que dans les soldats français, il y avait aussi des soldats africains, des soldats des colonies. Donc c'est essentiellement un but politique et pas un but cinématographique. Et malheureusement, ça se ressent même dans les performances d'acteurs, parce qu'on sent clairement qu'ils sont là uniquement pour montrer aux gens que nanana, donc ils auraient très bien pu faire un documentaire, hein. Ils sont clairement dans ce but-là et pas dans le but de proposer une œuvre qui, cinématographiquement, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais bon là, pour le coup, elle a sa place, soit vraiment intéressante. Là, pour le coup, les jeux d'acteurs sont plats à mort, monotones. Omar Sy et son neveu, parce que c'est son neveu qui joue son fils dans le film, Alassane Diong, il ne parle pas français. Dans le film, il parle la langue locale, je me souviens plus laquelle, parce qu'il y en a quand même beaucoup, en Afrique, il me semble. Il parle pas français, donc c'est une performance qui est autre, qui est pas forcément évidente, mais je trouve qu'il y a vraiment aucun effort, et pour les acteurs francophones non plus. Il y a vraiment, il y a aucune performance qui m'a vraiment touché, alors que c'est censé être un film touchant. Et aussi quelque chose qui m'a, pour le coup, malheureusement marqué quand j'ai vu le film. Déjà, bon, c'est évidemment le fait que j'y sois allé très tôt, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi le fait que ça ait duré des plombes. Le film ne dure pas longtemps, je crois qu'il dure 1h40, un truc comme ça. Donc je m'attendais à ce que ça passe vite, et pas du tout. C'est pas du tout passé vite. Je me suis un peu ennuyé, il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de... Scénaristiquement, il y a des grosses lacunes, et... c'est pas forcément le but du film. Le but du film, c'est pas forcément de proposer un film à la 1917, ou à la Il faut sauver le soldat Ryan, où il se passe toujours quelque chose. Mais je trouvais qu'il y avait quand même trop de temps mort, et que le film passait à une lenteur terrible. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est un film qu'il faut voir, parce que c'est important de s'informer sur ça, mais c'est un film, c'est pas un documentaire. Si c'était un documentaire, je vous dirais très bien. Franchement, rien à dire, mais c'est pas un documentaire, c'est un film. C'est censé, c'est du cinéma avant tout, et je trouve qu'il ne remplit pas toutes les bonnes cases qu'un bon film de guerre doit remplir, malheureusement. On continue avec un film qui n'a pour le coup rien à voir, un film américain avec Jason Statham. C'est un film réalisé par Guy Ritchie, que j'ai été voir pour ça, parce que Statham Ritchie, généralement ça donne des étincelles. C'est le film Opération Fortune russe de guerre. Yes. That's a yes. You weren't seen by anyone? Yes. Or a yes, you were seen by someone? Yes. Pour le pitch, bon, ils sont pas trop foulés, hein. On est sur Jason Statham qui, avec son équipe, va devoir mener une mission contre un grand méchant, une mission d'espionnage. Mais c'est à la sauce Guy Ritchie. Personnellement, j'aime beaucoup Guy Ritchie. C'est celui qui a notamment réalisé les Sherlock Holmes. C'est celui qui a réalisé The Gentleman plus récemment. Snatch aussi avec Statham. Il me semble que c'est lui aussi qui a fait Un homme en colère avec Statham, que j'avais adoré. Bref, c'est un réalisateur que j'aime bien, qui fait des bons films d'action. C'est pour ça que j'ai été voir ce film, et en plus j'aime bien Jason Statham. C'est pas le genre de film que tu vas avoir pour apprendre des choses ou pour machin. C'est un film que tu vas voir pour te divertir. Ok, c'est du vu et revu, hein, le scénario est pas super recherché, hein, c'est comme je l'ai dit, une mission d'infiltration, d'espionnage, avec Statham et une équipe, une belle nana, machin, contre un méchant qui est joué par Hugh Grant, il me semble. Donc bref, c'est du vu et revu à mort, mais ça marche super bien, et c'est hyper divertissant. C'est bien mis en scène, Guy Ritchie, il a l'habitude de faire ce genre de film. À ce niveau-là, tu vois rien que visuellement, tu vois que le mec il est à l'aise, et que voilà, il sait ce qu'il fait. Voilà, même s'il sait qu'il fait de la merde, il sait ce qu'il fait. En plus, il y a un bon casting, donc Jason Statham forcément dans le héros principal, donc c'est pas le meilleur acteur de tous les temps, mais c'est un mec qui, dans ce genre de film, voilà, c'est un exercice qu'il aime faire, et c'est un mec qui, dans ce genre de rôle, est parfait. On peut pas le cacher, hein. Un mec un espion qui sait se battre, qui est charismatique, qui a une grosse voix, tu mets Statham, c'est parfait. Tu vas pas mettre Tom Hanks, hein. Hugh Grant dans le rôle du méchant, bon, lui pour le coup, il a une gueule de méchant, hein. Il joue le méchant dans Donjons et Dragons, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Pareil, c'était un super méchant, il n'y avait rien à dire. Donc ça marche bien, la rivalité entre les deux marche bien. Après, bon, ça c'est que visuellement, hein. Si tu prends le temps de vraiment regarder si les acteurs jouent bien,
c'est un peu plus compliqué, surtout Aubrey Plaza qui joue la belle nana actrice de cinéma je crois, qui intègre l'équipe. C'est plat, c'est fade, il n'y a rien. Comme pour le scénario, hein, au final, je l'ai déjà dit, c'est très banal, c'est un réchauffé de James Bond. Mais bon, encore une fois, pour vous divertir, c'est un bon film, c'est un bon film d'action. Maintenant, si vous cherchez un film d'espionnage original avec des nouvelles choses qui sont proposées, quelque chose de, encore une fois, cinématographiquement intéressant, bah passez votre chemin, forcément. On poursuit avec un film que à la base je ne souhaitais pas voir, mais comme c'était le film du moment, bah, je suis allé le voir. En plus le casting m'intéressait quand même, mais le réalisateur pas du tout, parce que il a pas fait beaucoup de films, mais j'en ai aimé aucun. Et bah, j'en aime toujours aucun. Après avoir vu ce film, malheureusement, je suis désolé, c'est Babylone. It's the most magical place in the world. Un film qui retrace avec une fiction, la vie à Los Angeles dans les années 20, la création, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui Hollywood, et voilà, la vie que les acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices menaient à ce moment-là, comment se déroulait le tournage des films, la vie en dehors, etc., avec ses dérives, bref, quelque chose qu'on a déjà vu. C'est le 5e film de Damien Chazelle que je n'aime pas. Je suis désolé, enfin, pas que je l'aime pas, mais je ne trouve rien, personnellement, je ne trouve rien d'intéressant à son cinéma. Pour moi, l'un des films les plus surcotés de tous les temps, c'est vraiment La La Land. Vraiment. Pourtant, j'aime beaucoup les comédies musicales au cinéma, mais celle-là, je ne peux pas. Ça parle de comment fonctionnait, pas forcément la société en elle-même, mais comment est-ce qu'on vivait, en tout cas dans le monde du cinéma, à Los Angeles dans les années 20. Donc tu peux vraiment mettre les messages que tu veux, en fait. Et en tout cas, j'en ai remarqué aucun. Donc j'ai pas compris pourquoi il faisait ce film-là. Enfin, bon, si, évidemment, tu vas me dire, il fait ce film-là pour rendre hommage au film de machin. Enfin, au film des années nanani. Ok, mais bon, ça, t'es pas le premier à le faire, donc j'ai envie de dire, si on allait au cinéma pour voir des films qui rendent hommage aux anciens films, ça se saurait, et encore une fois, il y a eu plein de films qui l'ont fait, donc niveau originalité, voilà. En plus, l'histoire part très très vite en couille, hein, on va pas se mentir, au départ ça va un peu, même si tu comprends pas trop le fil conducteur, et après tu te rends compte qu'il y en a pas. Donc c'est un peu chiant. J'ai constaté, alors heureusement pas en regardant le film, hein, ça pas du tout, mais j'ai constaté, même avant d'aller voir le film, je me suis dit, bah ouais, en fait c'est Chazelle qui veut faire son Once Upon a Time in Hollywood, parce que bon, déjà il y a Brad Pitt et Margot Robbie, hein, qui sont dans les deux films, mais encore une fois voilà, il veut rendre hommage au cinéma d'antan. Même Spielberg vient de le faire, hein, avec The Fabelmans. Bah, du coup Tarantino l'a fait, Hazanavicius l'a fait aussi avec The Artist. De base c'est pas le genre de film qui m'intéresse, de base, parce que je trouve ça très facile, mais là en plus c'est vraiment un copier-coller de Once Upon a Time in Hollywood, mais sans le génie de Tarantino, sans le fil conducteur qu'il y avait dans le film de Tarantino, et avec une histoire qui part complètement en couille. Mais comme il y a de la musique, comme il y a de la drogue, comme il y a du sexe, comme il y a nanana, eh ben oui, c'est un chef-d'œuvre parce que le film montre la vraie vie de Hollywood dans les années 20 et voilà, la vie sans limite, les dérives, donc c'est un chef-d'œuvre, etc. Non, ça marche pas comme ça. Après, je reconnais que la réalisation en elle-même de Damien Chazelle est très bonne. Je suis vraiment pas fan de ce mec, je suis pas fan de ses films, mais pour ce qui est de son talent de réalisateur, je sais pas si c'est lui qui a écrit le film. En tout cas, si c'est lui qui a scénarisé, c'est un scénariste à chier, mais en tant que réalisateur, franchement, il n'y a rien à dire. Et au niveau des acteurs, bah pareil, rien à dire. Mais en même temps, quand tu as un casting comme ça, si tes acteurs sont pas bons, c'est qu'il y a un problème. Margot Robbie, elle est excellente, Brad Pitt est excellent. Bah, bref, comme d'habitude, à ce niveau-là, il n'y a rien de choquant. Mais c'est un film qui m'a déçu. J'en attendais pas moins, j'en attendais pas plus, parce que voilà, c'est Damien Chazelle, je savais que j'allais pas forcément aimer. C'est le genre de film qu'on a l'habitude de voir et qui me saoule. Donc voilà, je savais aussi que ça allait m'énerver. Maintenant, voilà, que l'histoire parte autant en couille, surtout à la fin. D'ailleurs, à la fin, il y a plein de... Ah ouais, à la fin, il me semble qu'il y a plein... que c'est un gros plan de coupe avec des images de plein de films des années 20 jusqu'à aujourd'hui. D'accord, si tu veux. C'est rendre hommage d'une façon tellement simpliste
que je sais pas, je sais pas quoi en penser, mais bon voilà, moi en tout cas je suis pas fan du cinéma de Chazelle en général, donc voilà, je suis pas forcément le mieux placé pour parler de Damien Chazelle. En tout cas j'ai pas aimé ce film et voilà, tout simplement. On poursuit à nouveau avec un film français. Bon, cette fois c'est pas un drame, c'est une comédie. Alors c'était annoncé comme la comédie de l'année hein, en France, et moi c'est un film que j'attendais depuis pas mal de temps, puisque c'est au final fait un petit peu partie d'une saga, hein, au final, même si c'est pas vraiment le cas. C'est bien sûr Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Très facile, vous êtes aveugle. Je présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle. Et c'est là, tu l'as vu venir? Voilà. Dans ce film, Astérix et Obélix doivent aider une princesse qui est la princesse de Chine, la fille de l'impératrice de Chine, qui a elle-même été emprisonnée lors d'un coup d'état. Ils doivent donc la libérer, donc se rendre en Chine pour la libérer avec Grain de Maïs, il me semble que c'est ça son nom, qui est joué par Jonathan Cohen, en sachant que les Romains, menés par Jules César, ont eux aussi décidé d'attaquer la Chine à ce moment-là. C'est le premier film Astérix qui n'adapte aucun album. Il y a un album, L'Empire du Milieu, qui existe, mais il a été publié après la sortie du film et il adapte lui-même ce qui se passe dans le film. Avant de voir le film, les gens étaient en mode ouais, c'est n'importe quoi, il adapte aucun album, c'est quoi ce délire. Perso, je m'en fichais. Du moment que tu me sors une histoire cool, divertissante, drôle, je m'en fiche que ça n'adapte aucun album, franchement je m'en fiche. On est au cinéma, il y a des scénaristes, s'ils n'ont pas envie de prendre un album pour adapter l'histoire et qu'ils ont envie d'en faire une autre en partant de zéro, bah ils ont complètement le droit, du moment qu'on nous sort un bon film. Donc premier gros changement c'est ça. Deuxième gros changement, bah, c'est l'équipe, hein, c'est le casting tout simplement. Il n'y a plus Gérard Depardieu, c'est Gilles Lelouch qui joue Obélix. Il n'y a plus Christian Clavier, ça fait quand même longtemps qu'il a pu jouer Astérix, mais bon, c'est encore un nouvel acteur pour Astérix, c'est Guillaume Canet qui réalise d'ailleurs le film. On a aussi Marion Cotillard pour Cléopâtre, on a Vincent Cassel pour Jules César, bref, un casting complètement nouveau, que ce soit devant ou derrière la caméra. C'est des mecs qui ont l'habitude de faire des films un peu plus intelligents, des films un peu plus, voilà, des films d'auteur quoi, en général des films qui sont destinés peut-être pas à tous les publics. Et là je trouve que le fait qu'ils s'attaquent à un film Astérix, bah, c'est assez cool. C'est quand même des acteurs et un réalisateur qui ont de l'expérience, on va pas se mentir. Donc moi j'ai été assez confiant à ce niveau-là pour Astérix, même si encore une fois c'est pas le genre de film qu'ils ont l'habitude de faire. Visuellement, c'est vraiment pas mal. Les musiques sont géniales aussi. Je trouve en tout cas, hein, moi je les ai bien aimées. Je trouve que c'est divertissant, ça passe vite, il y a certaines blagues qui marchent bien, notamment les blagues avec les différents guests, quand Orelsan vient, quand Angèle débarque aussi. Je trouve que ça marche assez bien. Après, évidemment, c'est pas le film le plus drôle de l'année, hein. Alors là, pas du tout. Jonathan Cohen est assez marrant dans le film. Enfin, moi c'est un mec que j'aime bien de base, qui est assez drôle en général, et dans le film aussi. Problème, Canet a voulu attirer le plus de monde possible, donc il a mis des acteurs certes, mais aussi beaucoup de gens qui ne sont pas du tout acteurs dans le film. Déjà Orelsan et Angèle, comme je l'ai dit, il y a eu McFly et Carlito aussi. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ne le sont pas, ça se ressent qu'ils le sont pas, et donc il y a des scènes qui sont extrêmement mal jouées, et c'est très dommage, d'autant plus que les acteurs, à part Gilles Lelouch qui je trouve propose un super Obélix, je trouve que les autres acteurs sont pas top, mais vraiment pas. Même Marion Cotillard qui est une actrice extraordinaire, même Vincent Cassel, même Guillaume Canet, enfin c'est des acteurs qui sont géniaux de base, et là ils sont pas catastrophiques, mais ils jouent pas bien quoi. À part encore une fois Gilles Lelouch, je trouve qu'il remplace très bien Gérard Depardieu, et pourtant c'était pas une mince affaire de remplacer un mec comme Gérard Depardieu dans un rôle aussi iconique que celui d'Obélix, et je trouve que Gilles Lelouch s'en sort à merveille. C'est pas super bien écrit, j'ai l'impression que pendant tout le film j'ai eu l'impression que Guillaume Canet essayait de bâcler à mort l'écriture de son scénario pour le plus vite possible commencer à tourner et le plus vite possible sortir. J'ai l'impression qu'il était trop impatient, mais du coup ça donne un truc qui a l'air assez, encore une fois, bâclé et écrit à la va-vite. Les dialogues sont tristes, vraiment, c'est hyper horrible, c'est horrible à entendre. Enfin, des dialogues de merde avec des performances d'acteurs de merde, ça donne quand même quelque chose qui est pas super agréable à voir en général ou à entendre. Il n'y a aucun personnage attachant
aucun, que ce soit les nouveaux, enfin les personnages, les Chinois, ou les personnages qu'on connaît. Ils sont pas attachants, ni leur écriture ni leur performance les rend attachants. Peut-être encore une fois un peu Obélix grâce à Gilles Lelouch, mais pour les autres, les personnages ils ont vraiment aucune saveur et c'est hyper dommage, surtout pour un film comme ça où quand même la principale force d'Astérix c'est quand même les personnages, on va pas se mentir. Bref, c'est un film, alors je trouve qu'on a beaucoup craché dessus, parce que ça reste un film qui de base est destiné aux enfants, c'est un film de divertissement, c'est une comédie légère, donc voilà, je trouve que les critiques négatives qui défoncent le film à mort, je trouve qu'ils ne les méritaient pas. Après, c'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu mieux, mais j'ai pas été tant déçu que ça, et j'en attendais pas beaucoup plus. J'en attendais pas moins, j'ai apprécié et je pourrais le regarder, le revoir ce soir, ça me poserait pas de problème. On retourne du côté des Américains avec cette fois un film du MCU. Bah oui, parce que faire une vidéo point ciné sans parler d'un film du MCU, c'est juste pas possible. On va parler donc du film qui se situe après Black Panther dans la chronologie Marvel. Black Panther dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo point ciné, enfin Black Panther 2. C'est Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. What's it gonna be? Ant-Man. 31e film du Marvel Cinematic Universe, ça commence à faire beaucoup. Premier film de la phase 5 et troisième film du coup de la saga Ant-Man. On y suit donc nos héros d'habitude, hein, Scott Lang, Hope Van Dyne, donc la guêpe, et Cassie Lang, la fille pardon, de Scott. Donc Ant-Man, la guêpe, et la fille de Ant-Man, je sais pas comment elle s'appelle, Ant Girl, qui avec Janet Van Dyne et Hank Pym vont sans faire exprès se retrouver dans le monde subatomique, un monde qui est hélas en guerre. Ils vont devoir s'en sortir, mais ils vont également y faire des rencontres qui peuvent changer à tout jamais le MCU et les enjeux de l'univers, bref. Vous avez compris. C'est comme je viens de le dire, un film qui se déroule intégralement dans un autre monde que le nôtre, donc le monde subatomique, donc le monde miniature, j'ai envie de dire. Ça n'a pas dû être évident quand même de faire un film de plus de 2 heures dans un décor presque intégralement numérique, et je trouve qu'ils s'en sortent bien. Bon, il y a le budget pour, il y a le matériel pour, on est chez Marvel, hein, on n'est pas chez des clowns, mais je trouve que c'est quand même bien de le souligner que visuellement le film est top. C'est le premier film de la Multiverse Saga, donc la suite de la Infinity Saga qui s'arrêtait à la phase 3, que l'on voit, dans lequel plutôt on voit le nouveau supposé méchant du MCU, en tout cas à ce moment-là, c'était Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors, dont on va encore parler après. Pourquoi je dis à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air plus trop d'actualité, puisque Jonathan Majors a malheureusement eu des problèmes avec la justice, donc il y a beaucoup de chances qu'il remplace le grand méchant du MCU par un autre. C'est assez dommage parce que j'aime bien cet acteur, je trouvais le méchant assez intéressant et assez charismatique. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Pour une fois qu'on n'avait pas un gros titan hyper puissant, un peu cliché comme ça, les grands méchants de super-héros. Là on avait un mec qui avait l'air un peu moins puissant, même s'il était à mon avis tout autant voire plus. Enfin bref, c'était intéressant. Maintenant, s'ils peuvent nous en mettre un autre encore plus intéressant, je suis preneur. On est malheureusement, comme souvent en ce moment chez Marvel, dans un film qui se contente de pas grand chose, dans un film, j'ai envie de dire un film du MCU lambda, c'est-à-dire un film, vous allez me dire oui mais ça a toujours été comme ça chez Marvel. Franchement pas du tout. Avant, chaque film Marvel était différent. Quand tu sortais de la salle, tu voyais un nouveau film, tu avais vu un nouveau film, alors que là, je trouve que c'est assez fréquent de voir les films Marvel qui se suivent et qui se ressemblent, et c'est très gênant. Et là, pour le coup, Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, c'est la loufoquerie de Thor 4, c'est les thématiques de Ant-Man 2, et même de Ant-Man 1, mais plus Ant-Man 2, enfin Ant-Man et la guêpe. Et j'ai pas vraiment trouvé de grandes nouveautés dans ce film, que ce soit au niveau de la narration, que ce soit au niveau de ce que le film
propose en termes de thématiques. Encore une fois, on parle du monde quantique, du monde subatomique, machin. C'est des trucs qu'on a l'habitude d'entendre dans un Ant-Man. Kang le Conquérant, ok, c'est la première fois qu'on le voit dans un film, mais on l'avait déjà vu dans Loki. Il n'y avait pas grand-chose à retenir de ce film, et je trouve honnêtement que après avoir vu le film, tu te dis, ouais bah en fait, s'il l'avait pas fait, ça aurait été pareil pour le MCU en fait. C'est vraiment le genre de film inutile et qui propose rien. Et ça, c'est vraiment con. Je suis vraiment resté sur ma faim en le voyant. Il y a beaucoup de films que j'aime pas aujourd'hui, putain. Donc voilà, c'est l'un des films du MCU que j'ai le moins aimé, honnêtement. Et voilà, mais bon, c'est comme ça, hein. Marvel en ce moment, c'est pas tip top, mais j'ai de l'espoir pour la suite. Et on termine avec un film que j'avais aussi très hâte de voir, même s'il y avait 2-3 détails qui me gênaient. C'est, je vais faire vite parce que j'ai la gorge en feu, c'est le film Creed 3. Let go of whatever was and walk into what is. I feel those chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those stripes and take a step. Suite de Creed 2, forcément, elle-même suite de Creed, l'héritage de Rocky Balboa, elle-même suite de la saga Rocky, donc on est sur le 9e film de l'univers, on va dire, Rocky, et sur le 3e film de la saga Creed. J'aime énormément ces films, que ce soit Rocky ou Creed, pourtant je suis pas boxeur, hein, je suis pas du tout le monde de la boxe, mais c'est des films qui m'ont fait m'intéresser, du moins pendant 2 heures, à la boxe. Ici, donc, on suit à nouveau les aventures de Adonis Creed, joué par Michael B. Jordan, héros du premier et du deuxième film, qui est vraiment à son heure de gloire suite au deuxième film, et qui va refaire la rencontre de son ancien ami d'enfance qui a fait de la prison pendant longtemps, qui vient de sortir de prison, qui s'appelle Damien, qui est joué par Jonathan Majors justement. Sauf que Damien, c'est aussi un ancien boxeur, c'est aussi un prodige de la boxe, et lui va tout faire pour remonter sur le ring et anéantir Adonis, car c'est un petit peu à cause d'Adonis que Damien a fait de la prison. Pas mal de nouveautés derrière la caméra et même devant au final, hein, puisque déjà c'est la première réalisation de Michael B. Jordan, parce que oui, en plus de jouer Adonis dans le film, il réalise le film. C'est aussi, là c'est un peu moins cool, le premier film de l'univers Rocky sans Sylvester Stallone, qui n'est autre que l'interprète de Rocky, qui apparaissait forcément dans les 6 films de la saga Rocky, mais également dans les 2 premiers Creed, et là il n'est pas là. J'avais très peur que son absence se ressente, qu'on sente un vide dans le film, et j'avais peur que ça me fasse justement pas aimer le film, et au final c'est tout l'inverse. Son absence ne s'est absolument pas ressentie. Je trouve qu'ils ont réussi à nous pondre quelque chose de chouette sans Rocky, et ça justement ça m'a fait kiffer le film. J'aurais pas cru dire ça un jour, mais l'absence de Rocky m'a fait kiffer le film au final. Parce que on va pas se mentir, le premier Creed, les gens ont été le voir parce qu'il y avait Rocky. Le deuxième Creed, et les gens ont été le voir parce qu'il y avait Rocky, parce qu'il s'était un petit peu attaché à Adonis, et parce qu'il y avait Ivan Drago. Là, il n'y a aucun ancien personnage de la saga Rocky, et les gens sont quand même allés le voir. C'est le genre de film, tu ressors de ce film-là avec la pêche, avec l'envie de te battre, l'envie de courir, avec de la musique dans les oreilles, c'est vraiment génial. J'avais ressenti ça quand j'avais vu les Rocky forcément, j'avais ressenti ça quand j'ai vu les 2 premiers Creed, et là j'ai vu le 3e au cinéma en plus, donc non franchement à ce niveau-là c'est génial, c'est des films qui sont super cool à suivre, super cool à voir. On reste dans la même vibe que les premiers Creed, qui eux-mêmes sont un peu quand même dans une vibe assez similaire des films Rocky. J'aime bien, ou du moins j'aimais bien encore une fois Jonathan Majors, qui je trouve génial dans le film. Bon malheureusement on risque plus trop de le voir dans beaucoup de films à l'avenir, mais je trouve qu'il était visuellement terriblement détestable. Il avait vraiment le physique d'un boxeur. C'était crédible, le mec était vraiment crédible. Après bon, on est sur un film qui prend pas beaucoup de risques, c'est vraiment un réchauffé des 2 premiers films, hein. C'est les mêmes thématiques, c'est plus ou moins le même déroulement. Je trouvais qu'il y avait vraiment trop peu d'originalité. Peut-être que c'est Michael B. Jordan qui s'est dit bon c'est mon premier film, je vais pas prendre de risques, mais prendre des risques c'est bien aussi des fois. La seule musique que l'on retient du film, c'est la musique de Rocky, ce qui était aussi le cas dans les 2 premiers Creed. Je trouve qu'il n'y a aucune musique de Creed qui se ressent, enfin qui reste en tête. Ça c'est vraiment dommage. Donc il y a quand même un peu de fanservice dans Creed 3, même s'il y en a moins que dans les 2 premiers. En tout cas, de manière générale, dans la saga, j'aurais vraiment aimé
que ce troisième film, qui est sans Stallone, qui est réalisé par Michael B. Jordan, nous propose quelque chose de peut-être plus singulier, qui se détache un peu plus de la saga originale, quelque chose de vraiment propre à la trilogie Creed. Bon, il y a quand même des différences, hein, c'est pas réalisé pareil, c'est pas la même vibe, mais enfin c'est pas exactement la même vibe, mais je trouve qu'il y a un peu trop de Rocky dans Creed. C'est un petit peu dommage, mais en même temps c'est la loi du ciné, il faut que les salles se remplissent, mais bon, ça reste un peu dommage. Mais sinon c'est un très bon film, c'est une très bonne trilogie. Il y a un quatrième film qui est en préparation il me semble, donc ouais, moi je suis très content. Moi, c'est des films de boxe, même si c'est pareil à chaque fois, moi, je suis content d'aller voir des films de boxe avec ces personnages-là. J'espère quand même qu'on reverra Rocky une fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré la tourner. On se retrouve dans quelques jours, hein, normalement, pour la suite des points ciné. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Après, on retourne aux vidéos normales. J'ai du lourd qui arrive. Ne vous inquiétez pas. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!